Bon, alors mon nom c'est Marc Chaudeur, n'est-ce pas? J'ai une formation de philosophe, je suis écrivain actuellement. Alors, ce qui m'intéresse surtout actuellement, c'est, je pense qu'à poésie, ça sert à tracer un chemin, ça ne sert pas seulement à parler de petites fleurettes et de petits bisous, quoi. Pour moi, c'est un chemin que j'essaye de tracer plutôt. Alors, actuellement, depuis 3-4 ans, comme ça, je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie et plus précisément encore à l'ethnologie, parce que l'ethnologie offre vraiment des possibilités. Et là, on est dans une région qui est l'Alsace. Bon, moi, je suis alsacien, je pourrais être autre chose, j'aurais la même démarche sans doute. Mais pour moi, les gens sont complètement endormis, anesthésiés par rapport au contenu poétique de tout, des paysages, des légendes que racontaient encore mes grands-parents d'ailleurs. Hein. Il y avait une pratique d'une certaine sorcellerie aussi, donc, qui m'inspire parfois pour certains textes. Mais les gens sont complètement coupés de tout ça, ils ne sont plus capables de voir réellement un paysage, enfin ils sont globalisés, quoi. Et l'ethnologie nous offre vraiment quelque chose. Et par mes voyages aussi et par mes lectures. Moi j'ai beaucoup lu les spécialistes des aborigènes d'Australie, je traduis des livres sur les Inuits aussi, ce qu'on appelait autrefois les Esquimaux. Donc, et là, je reviens, j'ai eu la chance de passer 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Je me suis beaucoup intéressé à la culture maori de là-bas. Et pour moi, tout ce qui est cette tradition et les textes, parfois, parce qu'il n'y a pas seulement une tradition orale chez ces textes, sont à prendre au sérieux réellement. Ils nous apportent beaucoup, ces textes-là. Et moi, je les mets sur le même plan que, je sais pas, que la critique de la raison pure de Kant, par exemple. Ça a la même importance pour moi. Par exemple, chez les aborigènes d'Australie, bon, c'est une chose qui est assez connue. Il y a cette notion, si on veut, de pays rêve, de pays trait d'union rêve, ou de rêve trait d'union pays. C'est-à-dire que dans leur tradition, en tout cas, leur pays, c'est le pays dont ils rêvent. Ils voient leur rêve ils voient leur pays dans leurs rêves et inversement. Et donc même les bornes, les limites du territoire d'une tribu sont fixées grâce aux rêves. Donc il n'y a pas de dissociation entre pays qui permet de s'identifier et ce qu'on voit dans les rêves, etc. Bon, et actuellement en ethnologie, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a une pensée très classique en France, il y a des scolas, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, mais il y a aussi maintenant une chose très intéressante qui est une sorte d'ethnologie inclusive, c'est-à-dire qui est très militante et qui essaie vraiment de participer à son propre discours de manière extrêmement active. Là, par exemple, l'éthologue anglais plutôt qui s'appelle Tim Ingold. Voilà. Alors bon, moi ce que j'ai écrit ce poème, j'ai écrit un roman aussi qui est assez autobiographique où en fait, la démarche est la même. Dans ce roman, je fais parler en quelque sorte mon grand-père, enfin c'est un grand-père, quoi, et les souvenirs que me racontait mon grand-père, en fait, ça devient le contenu de mon imagination. Donc je ne distingue plus entre ce que j'ai entendu raconter et les images qui se trouvent dans mon imagination. Alors par exemple mon grand-père, il était très âgé et il a encore fait la guerre de 14-18 et il me racontait des choses sur la guerre de 14-18 et il y a des choses qui m'ont vraiment marqué, c'est presque une obsession, dont les dirigeables dont on se servait à l'époque, qu'on appelait les Zeppelin. Donc les Zeppelin c'était une marque de dirigeables et voilà, et donc il y a toujours cette même démarche qui est de faire fructifier en quelque sorte ce qui se trouve dans le rêve et dans la perception elle-même, si on sait percevoir, par exemple, un paysage, le paysage alsacien notamment, ou n'importe quoi, n'importe quel paysage. C'est la même chose, je suppose, au Kurdistan, par exemple, où je n'ai jamais mis les pieds d'ailleurs.
Voilà, alors je ne sais pas. Alors, donc j'ai écrit ce texte poétique qui s'appelle Naître. Et hier, justement, j'ai fini la suite qui s'appelle bien sûr Vivre, puisque si on est, soit on vit, soit on meurt après. Moi, j'ai choisi de vivre après, mais je ferai aussi la troisième partie qui s'appellera Mourir, où j'exposerai d'une manière paradoxale les raisons qu'on peut encore avoir d'espérer dans notre Occident qui est totalement pourrissant, quoi, qui dégringole lentement depuis 1918. Quoi. Donc voilà, le livre qui s'appellera Mourir, ça sera les raisons d'espérer pour cet Occident bizarre et dégringolant. Alors j'hésite. Donc, alors ce qui me dérange un peu, c'est que moi, j'écris des textes assez longs qui font une vingtaine, une trentaine de pages, et donc je suis obligé de saucissonner un peu à chaque fois, sinon il faudrait 1 heure ou 45 minutes pour les lire, mais c'est trop évidemment. Alors j'ai envie de lire carrément autre chose, qui est un poème sur la grâce. La grâce, c'est le thème qu'on a proposé pour le printemps des poètes. Alors dans ce poème, en fait, je mentionne toutes les occurrences, quoi, tous les aspects de la notion de grâce, qui est la grâce d'une femme, quoi, la grâce de la danseuse, mais aussi la grâce au sens religieux. Au sens religieux, la grâce, ça veut dire Dieu nous délivre de la mort, bon, en 3 mots, quoi. Alors, moi je me suis inspiré pour ce texte, bien sûr, de la beauté de certaines personnes qui se trouvent être féminines, enfin ça c'est peu importe, mais aussi de textes qui sont vraiment des textes de la tradition littéraire, si on veut, qui sont un texte de Friedrich Schiller, qui est un des très grands auteurs, poète allemand, qui a aussi écrit des essais théoriques. Et donc dans ces essais théoriques, il y en a un qui s'appelle « Sur la grâce et la dignité ». Alors pour lui, la grâce, c'est la caractéristique de la femme, alors que la dignité, c'est plutôt la caractéristique de l'homme. Bon, c'est des trucs du 19e siècle, mais il y a un peu de vrai là-dedans. La grâce, c'est pas spécialement masculin, d'ailleurs, effectivement, déjà. Et alors donc le deuxième texte qui m'a inspiré aussi, c'est un texte de Heinrich von Kleist, qui est un grand poète, un des grands poètes allemands du 19e siècle, de l'époque romantique. Et ce texte, il s'appelle Sur le théâtre de marionnettes, über das Marionettentheater en allemand. Et là, alors c'est vraiment une thèse intéressante. Kleist avance que la marionnette est plus gracieuse que n'importe quel être humain. Pourquoi? Parce qu'elle est dépourvue de conscience. C'est-à-dire si, imaginez par exemple que vous ayez un ravissant jeune homme en face de vous, qui est en train, bon, comme dans la sculpture grecque, de rattacher sa sandale. Bon, si vous le regardez, vous l'admirez sans rien dire, pas de problème, quoi. Mais si vous dites à ce jeune homme, ah, tu vois comment tu rattaches ta sandale, c'est merveilleux, etc. Alors le jeune homme, s'il est encore un peu frais et naïf, il se met à rougir, il se dit, oui, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il perd toute sa grâce. Pourquoi? Parce que sa conscience est intervenue là-dedans, et la grâce, elle s'est envolée, quoi. Voilà. Donc en fait, la marionnette, dans cette mesure, elle est plus gracieuse que l'être humain. Ce qu'on peut dire aussi, bien sûr, des animaux, bon, je sais pas, une gazelle, une biche sont beaucoup plus gracieuses que la plupart des femmes, disons. Alors je vais lire le texte, donc. Grâce. L'écharpe sur ses hanches flotte au vent d'été. Celle qui la porte est belle, mais sa beauté est dépassée dans celle diaphane de sa ceinture, qui porte les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui la dépasse, c'est qu'elle est encore plus libre par cette parure, plus libre que son apparaître, que l'éclat de son scintillement. Beauté pure, beauté plus libre encore. Elle se détache de la nature
Elle s'élance loin de l'être. Elle se détache même du ciel. Elle est pure rayonnement. Elle est pure élan. Et puis, la grâce est notre dernier article de foi. Tous vraiment encore y croient. De l'autre côté ne se tient que le désespéré. Foi en ce que nous n'avons ni façonné, ni mérité. Foi en ce que nous n'avons, quelque chose de plus, d'au-delà, d'autre. Foi en la liberté de l'homme et d'un monde nôtre. Le cygne noir et l'anguille ont la grâce. Pour les femmes, parfois, et pour les hommes, la grâce est fruit d'une longue peine. Il s'agit de simuler le ciel, alors que nous souffrons, que la rose blanche est de stuc, que le fouet cingle le violon, que la férule plie les tendons. Peut-on danser sans âme? La marionnette et l'automate ont la grâce d'emblée. Pourquoi? En eux, nul effort, nulle imperfection, nul labeur, des machines. La grâce, ce sont alors des variations au pivot du cœur. Et puis, de l'échine. Leur âme, c'est au juste en plaçant entre leur échine. Et pour cela, elle n'affecte pas et ne verse nulle sueur. Mais pourquoi l'être humain, lui, est-il si peu gracieux? Alors c'est le début de Maître dont j'ai parlé au début. Il s'agit de retrouver la substance poétique des paysages, en passant par l'intérieur de soi, ce qui fait que j'ai aussi repris certaines anciennes légendes ou des choses que notamment m'ont raconté mes grands-parents, et ça vient d'ailleurs aussi. Alors au début du texte, je parle de poupées de Leuce. Alors tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est le Leuce. Donc c'est à certains endroits en Alsace, il y a de l'argile. Et dans l'argile, il y a ce qu'on appelle des poupées. Ce sont des petites choses ovales, comme des ballons un peu, mais ovales, comme des ballons de rugby. Et à l'intérieur, il y a des petites boules, et quand on secoue ces poupées de Leuce, ça fait comme une cloche un peu, quoi. Alors j'imagine ça comme départ du livre, parce que on appelle ça poupée parce qu'on imaginait qu'il y avait des enfants qui naissaient là-dedans. Et moi j'imagine que nous, en tant qu'Alsaciens, on est nés là-dedans, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. On est nés de l'argile, comme tout le monde. Alors, naître, alors je ne sais pas ce que je vais lire au juste, peut-être 5 minutes. Il naît de l'argile dans l'argile, poupée de Leuce, en son sein un enfant, un tout petit enfant. Il sonne comme le battant d'une cloche dans sa robe évasée, et il surgit avec fracas. Il naît. À l'intérieur de la coque friable, un enfant, et à l'intérieur de l'enfant, un mot. Un mot, une phrase. Quand nous naissons, nous sommes un mot, ou une phrase. C'est avec un mot qu'il naît là, dans le tissu de son être, corps et âme. Un esprit agrippe sa mère quand elle passe. Avant cela, avant ce saut dans le monde et dans l'enfant, ce saut qui fracture l'œuf de glaive dur, il vivait, il attendait sous terre cet esprit, dans le monde de l'en-dessous. Et puis l'esprit bondit, il entre en elle, dans la mer. Cet esprit, c'est un rêve. Une image, un rêve, c'est un clin d'œil éternel du temps, de rêve. Une image de cet endroit où la mer passait. Rêve et réalité à la fois. Cet endroit, c'est la cathédrale. Cet endroit, c'est l'orphelinat.
Il s'agit de l'orphelinat de Neudorf, là, vous connaissez peut-être. Trace de son passage et nid. Pour le souvenir, pour la trace, le temps du rêve demeure. Il vit encore et il emporte en lui le logis. Orphelinat séculaire et cathédrale. La mère donne un mot à son enfant d'argile, et même c'est un vers. Ce mot, un vers à chanter. L'enfant d'argile porte en lui ce vers, et ce rêve, et ces reflets de l'orphelinat. Et ce vers, le sien, que personne d'autre que lui ne dirait, ne serait, ce vers qu'il porte en ses fibres, nul ne le connaît. Je continue un petit peu encore. C'est aussi comme cela que plus tard, en nos années, là, un voyant a dit « Chacun d'entre nous est une phrase, une seule phrase. Ma phrase, se demande l'enfant, quelle est-elle? La mienne à moi, qui l'écris, la voilà peut-être. Et je poursuis cet enfant comme une luciole qui s'éteint. J'ai passé ma vie à m'effacer, comme mon père et comme ma mère. » En bon alsacien, donc. J'ai construit et on me l'a détruit. J'ai construit des châteaux dans les nuages, des maisons de coucou dans les nuées. Une montagne de souvenirs s'est amassée là, dans la ville, et j'y bute à chacun de mes pas. J'ai sabré pour un pays virtuel, un pays possible. Mais un pays, ce sont aussi des hommes, et les hommes étaient invisibles. Et sous ma phrase, une autre phrase, la vraie, la voilà. Je me suis dressé et j'ai disparu, puisqu'on m'a effacé. Mon nom, alors, mon vrai nom, celui qui se tisse avec mon âme et avec ma chair même, quel est-il, ce nom? Voilà, je vais rester sur cette question et ce suspense.